Ça doit être mieux là, non? Bon, merci Yann. Merci Stéphane. Non, vous n'êtes pas cool, hein. Ça fait 1 minute 30. Vous m'avez laissé parler sans son. C'est pas sympa. Donc je disais merci à tous les courageux qui viennent la veille d'un week-end prolongé écouter ce que j'ai à partager avec vous. Là, il y a 15 jours, on avait fait de la prospective et je suis assez content de la façon dont se déroulent les choses depuis 15 jours. Alors 15 jours, évidemment, c'est rien du tout, mais ce qu'on vous a dit, ce que je vous ai dit, est en train, me semble-t-il, de se mettre en place sur les taux longs, sur l'or. Donc, j'en suis absolument ravi, mais le potentiel me paraît encore important. Cette semaine, on va plutôt regarder en arrière que devant nous. Alors comme on n'est pas très nombreux, je vais essayer quelque chose. Voilà, je l'ai jamais fait. Je vais alors vous allez me dire, si je maîtrise pas mon micro, je risque pas de maîtriser ça, mais c'est pas grave, on va tenter quand même. Plutôt qu'un webinaire comme ça avec juste le chat, est-ce que je peux cliquer ici et vous donner la parole? Alors, essayons. Paf! Voilà, je suis passé en mode réunion. Donc, vous avez la possibilité, peut-être, d'ouvrir vos micros, d'ouvrir votre caméra et d'apparaître à côté de moi. C'est un mode dans lequel on peut être jusqu'à 40, mais je pense que même si on a 60 inscrits, oh, je pense pas qu'on soit plus de 40. Bon, Christophe, voilà, welcome. Eh ben, ça fait Deux plaisir. petites secondes. Bonjour, je te Donc, rejoins dans 2 minutes, je termine une euh, communication. C'est alors, commencé, toi pas aussi, tu as ton encore? micro. C'est bon? Yann, welcome. Ici, j'appelle tout le monde par son prénom, hein. Vous soyez client, pas client. euh, on est tous par les prénoms. Alors, hop, voilà, je vous rapetissis un petit peu. Et ben voilà, c'est top. Génial. Paf, je bascule en même temps sur la présentation. Voilà, on apparaît en haut là. Alors ça, c'est pas ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, une présentation en 2 temps. Premier temps, on va regarder de manière très subjective comment sont déroulés les marchés. Je dis subjectif parce qu'évidemment, on ne peut pas faire un panorama global rapidement. On va rester, je ne sais pas moi, 10-15 minutes sur cette partie-là. Et puis ensuite, regarder ce qu'ont réalisé un certain nombre de nos portefeuilles. Alors, attendez, je prends mon petit stylet. Ça y est, tout fonctionne. Génial. On a eu finalement des marchés sur donc, les 3 premiers mois ici qui ont été positifs quasiment pour l'ensemble des indices. C'est presque surprenant pour le consensus en tout cas. Souvenez-vous, et peut-être encore aujourd'hui, le consensus ne comprend pas pourquoi les marchés progressent. Quand on a parlé au mois de janvier des marchés, je vous avais dit, bon, je suis un peu mitigé, mais je suis quand même plus positif que le consensus parce que le potentiel de, de baisse des taux devrait faire que même si on a une révision des bénéfices, c'est un moteur plus puissant que la révision des bénéfices, la revalorisation des actions. Et c'est ce qui s'est passé. On va distinguer 3 phases, j'en parlerai juste après dans ces 3 mois. Mais voilà, donc une reprise globalement du MSCI World avec un retournement complet parce que sur la value et la croissance, c'est assez intéressant. On va le voir, c'est vraiment très marqué, puisqu'on voit encore sur 12 mois, la value surperforme la croissance, mais sur 12 mois et sur l'ensemble de l'année dernière, largement. Tandis que là, la value est même négative, avec évidemment les valeurs bancaires et les valeurs pétrolières qui ont les deux secteurs essentiels de la value qui ont baissé, alors qu'il y a eu un raz-de-marée, un retour sur la croissance. Les marchés émergents restent à la traîne. J'avoue que c'est une surprise et une déception pour l'instant parce que on a la réouverture de l'économie chinoise, on a un dollar plutôt faible. C'est assez surprenant ce qui se passe sur les marchés émergents, en tout cas sur le premier trimestre. Euh,
Sur l'Europe, là aussi, retour en grâce de l'Europe, qui finalement a peu été impacté par Crédit Suisse. Du côté des taux d'intérêt, après une année calamiteuse, dont la période 12 mois, donc c'est 12 mois glissants, hein, donc c'est T2, 3, 4 de l'année dernière et T1 de cette année, on va dire est convalescent, voilà, globalement convalescent. Performance en euros. Alors, si on regarde les graphiques maintenant un petit peu, alors excusez-moi, je ne vous ai pas mis le nom des indices, j'ai juste les codes. Ici, vous avez le Nasdaq 100, donc qui caracole quasiment à 20%, l'Eurostock 50, le S&P 500, le TOPIX et les pays émergents sur pas tout à fait les mêmes indices que je vous ai montrés juste avant. Et ce qu'on peut voir, c'est vraiment 3 périodes que j'avais évoquées déjà il y a 15 jours. Voilà, première période. Oh, les beaux traits que je trace, c'est magnifique. Première période, elle est là. Hein. On voit les marchés globalement progressent. Alors après, avec un peu plus de sensibilité sur le Nasdaq. Mais globalement, le marché se dit l'inflation doit se calmer. La Fed a changé de pas et est passé de 0,75 à 0,25. Donc, on va vers un atterrissage en douceur de l'économie également. Certains disent peut-être pas d'atterrissage du tout. On maintient une croissance relativement soutenue. Donc c'est un peu le scénario idéal. Hein. Moins de tension sur les taux, quand même une croissance satisfaisante. Donc les marchés partent vraiment très 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 fort, hein, puisque vous voyez que par exemple le Rostock 50 ici, au bout de 15 jours, il a plus 10. Hein. Voilà. Deuxième phase, eh ben, c'est globalement jusqu'ici. Hop. Finalement, il y a des chiffres d'inflation un peu moins bons que ce qui est escompté. Marché de l'emploi américain reste très tonique. Powell se remet à parler de 50 points de base d'augmentation. Donc, les marchés d'actions, globalement, reculent. Et puis, à partir du 7 mars, grosso modo, on a SVB, puis Crédit Suisse, etc. etc. Et finalement, aujourd'hui, les marchés ont effacé hein, globalement cette mini-crise-là, puisque pour prendre l'Eurostock 50 par exemple, voilà, il y a quand même une belle correction ici, et ça y est, hein, en quasiment 2 semaines, 3 semaines, on a effacé la baisse. On voit quand même, depuis cette période-là, une envolée du Nasdaq en relatif, hein, qui prend largement la tête, tout simplement parce qu'il y a eu, et on va le détailler, cet engouement sur les valeurs de croissance, parce que qui dit baisse des taux, dit je veux des valeurs à duration longue, donc à des valeurs de croissance à forte visibilité, surtout que les gens ne sont pas forcément chauds pour, un, revenir sur le secteur bancaire aussi rapidement, et deux, acheter des valeurs pétrolières jusqu'au moment où l'Arabie Saoudite a annoncé resserrer le robinet. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes indices là, parce que je veux parler d'autre chose. Ici, vous le savez peut-être pas, mais quand on parle de l'indice Nasdaq, en réalité, il y a 2 indices Nasdaq. Il y a le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Et ici, hop, vous avez le Nasdaq 100 et ici le Nasdaq Composite. Nasdaq 100, vous l'aurez deviné parce que vous êtes perspicace, est composé de 100 valeurs. Et le Nasdaq Composite, vous ne le savez peut-être pas, est composé de 3000 valeurs. Et depuis le début de l'année, ça suivait un chemin très extrêmement proche. Et vous aurez compris pourquoi l'écart est ici. L'écart, il est au moment de SVB. Il y a eu vraiment un resserrement de la hausse vers les... Alors ici, on voit les 100 plus grosses valeurs. On va voir que c'est encore plus petit que ça. Ici, ça raconte un peu la même histoire. Vous avez le S&P 500 qui est capipondéré. Et ici, alors, vous connaissez peut-être sans doute pas le code RSP, c'est un ETF sur le S&P 500, mais équipondéré. Et donc là encore, les deux se suivent, voilà, assez classiquement. En général, l'équipondéré fait un peu mieux que le capipondéré.
pas parce que à long terme, les small et mid cap surperforment les large cap. Sauf que là, on a eu vraiment quelque part un resserrement de la hausse sur les plus grosses valeurs. Ce qui quand même laisse dire que la qualité de la hausse est un peu moyenne. Alors là, on a splitté le S&P 500 en prenant le S&P 100, les 100 plus grosses, et en excluant, parce que dans la capi pondérée, il y a quand même les plus grosses. Hein. Là, dans le S&P 400, c'est vraiment les 400 suivantes. Hein. Et le S&P 400, il est entre 0 et 1 depuis le début de l'année. D'accord ? Donc, la hausse, on peut dire quelque part, depuis le début de l'année, elle est un peu en trompe-l'œil, en tout cas sur le marché américain. Et c'est un écart, quelque part, qui peut nous rappeler l'année 2021. Je vous rappelle que décembre 2021, donc là vous avez 2021 à partir d'avril, où on a un écart vraiment extrêmement important entre le S&P 100 et le S&P 400. Ça a été la fin de la hausse et la correction de l'année 2022. Si on ouvre la boîte du S&P, c'est une autre façon de vous montrer ce que je vous dis. Vous avez en vert, donc en vert clair, les plus fortes hausses. Et on voit que les plus fortes hausses. Alors, et la taille du rectangle, c'est la capitalisation. Donc, vous voyez bien que les plus fortes hausses se situent sur les plus fortes capitalisations, essentiellement en technologie, dans le secteur technologique. Pour info, alors Google et Meta sont classés dans les Communication Services. Bon, c'est quand même de la tech. Hein. Mais vous regardez ailleurs, il y a quand même beaucoup de rouge. Hein, voilà, donc c'est pas très rassurant tout de même. Hein. Qu'est-ce que je veux vous montrer d'autre sur les marchés ? Oui, ça je viens de vous le montrer. Du côté des emprunts d'État, alors je vous ai mis les emprunts d'État plus de 20 ans. Donc c'est un ETF qui s'appelle, bon, il est assez connu, je vous mets le code, TLT. Celui-là, c'est le même en euros. Bon, globalement, le dollar s'est déprécié depuis le début de l'année d'environ 2%. Bon, vous retrouvez l'écart ici entre les deux. Et en bleu, vous avez les emprunts de la zone euro. Forcément, la Fed paraît, plus encline à réviser sa politique monétaire. Donc, il y a sans doute plus de potentiel sur les taux américains qui, en plus, sont plus élevés. Là encore, on voit bien les trois phases. 1, 2, 3. C'est assez logique. Hein. Et pour moi, la phase 1 et la phase 3 qui sont un peu les mêmes, sauf que la crise bancaire, quelque part, accélère, amplifie les paramètres de la phase 1, à mon sens, doit se poursuivre. Si on compare toujours notre TLT, l'ETF d'emprunt d'État américain à long terme, et le S&P 500, il faut constater, alors j'ai mis cette période orangée parce que c'est une période de baisse du S&P 500. Alors je vous présente des graphiques sur vraiment, je fais le focus sur cette année, mais on a les mêmes sur beaucoup plus long, et normalement, si vous êtes des habitués, vous les connaissez. Pour vous dire quand même qu'on demeure dans un régime de corrélation positive entre les deux marchés. Ça veut dire que mettre des obligations à côté des actions, ça ne diversifie pas. Voilà, il faut le savoir. Alors, depuis le début de l'année, en fait, depuis octobre-novembre, c'est pas gênant parce que les deux montent. Alors, on est content. Mais voilà. Donc, alors, ça m'inquiète pas vraiment. Ça m'inquiète pas vraiment parce qu'à mon avis, cette phase-là de corrélation positive et de hausse plus ou moins marquée, je suis pas très bullish sur les actions, je suis plus sur les obligations. C'est pas vraiment gênant et ça montre bien en fait qu'on a deux périodes macroéconomiques. Ici, je le marque parce que c'est important. C'est typique de la stagflation. Et ça va être typique. Alors, on n'en parle pas encore beaucoup, mais à mon avis, dans quelques mois, vous n'entendrez plus parler que de ça. De désinflation.
Ça, c'est moche. Hein. On n'a pas aimé du tout. Hein. Alors nous, on s'en est bien sortis, mais globalement, c'est compliqué à gérer. Du côté des matières premières, alors ça montre bien que globalement, l'économie, quand on parle de l'économie, c'est le cuivre. Vous savez, les Américains appellent le cuivre Dr Cooper parce que c'est le cuivre est vraiment un indicateur avancé de la situation économique, on va dire mondiale, parce que bon, les deux plus gros demandeurs sont la Chine et les États-Unis, parce que du cuivre vous en trouvez à peu près partout. Globalement, il est stable. Alors voilà, là aussi, c'est une petite déception parce que la thématique en début d'année, ça a été la réouverture de la Chine. Donc tout le monde s'est rué sur le cuivre et on en a dans certains portefeuilles. Et puis après, c'est relativement stable. Le pétrole, ça, c'est la crise bancaire et on voit qu'on l'a effacé avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Le changement de direction, c'est sur l'or. Hein. Là encore, le point d'inflexion, il est là. Et ça part. Ça, je vous l'avais montré il y a 15 jours. Ça a juste gonflé. Hein. Ici, il y a 15 jours, on était à plus 300 milliards. On est passé... Hop, j'en ai fait un zéro de trop. Ouf. On est passé à 400. Tac. Voilà un exemple. Alors, j'aurais pu vous montrer un graphique de performance entre la value et la croissance. J'ai choisi de prendre un secteur de la value, un secteur de la croissance. Le secteur de l'énergie, évidemment, essentiellement pétrole, et la techno, les deux étant deux ETF américains XLE contre XLK. Je vous apprends rien en disant que la technologie a surperformé largement l'énergie depuis des années. Ici, ça commence en 2016, mais si on avait, si j'avais été plus loin, le graphique, il était dans ce sens-là. On voit le point d'inflexion l'année dernière, ici, où l'énergie a fait un parcours extraordinaire. On était à plus 50, 55 l'année dernière, contre moins 30 sur la techno. Et mon sentiment, c'est que la correction qu'on vit depuis le début de l'année, donc vous la voyez ici, c'est juste une correction cyclique, et que d'un point de vue un peu plus séculaire, on doit continuer à réajuster les valeurs pétrolières. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça explique beaucoup de nos performances dont on va parler tout de suite. Voilà. Alors, une petite introduction sur ces portefeuilles. Parce que parfois, certains d'entre vous me disent on ne comprend pas. Alors, quand tu parles des marchés, ok, mais c'est pas toujours très clair le service que tu vends. Parce que, bon, on fait des webinaires. Moi, j'adore partager avec vous. Ils sont gratuits, l'accès est gratuit. Mais finalement, on ne sait pas ce que tu fais. Alors, je construis des portefeuilles en ETF qui sont classés. Voilà, je vous ai mis deux façons de les classer. La première façon, c'est de dire est-ce qu'ils sont généralistes ou spécialisés. Généraliste, ça veut dire que on n'a pas de lunettes particulières quand on regarde le monde qui nous entoure. Spécialisé, c'est-à-dire qu'on va avoir un prisme spécifique. Et ici, le type de gestion, est-ce que c'est discrétionnaire ou quantitatif? À partir de là, on a, je ne sais plus, on doit être à 26, 27 différentes allocations qui sont des portefeuilles modèles. Ces portefeuilles modèles, vous pouvez y accéder sur abonnement ou par délégation. Je m'adresse tant à des investisseurs privés qu'à des conseillers financiers pour lesquels on fait la gestion de leurs clients. Alors, je vous avoue qu'entre abonnement et délégation, en termes de clientèle, que ce soit des clients privés ou des conseillers financiers, on est à peu près à 85, 15. 85%, c'est de la délégation, 15%, c'est de l'abonnement.
Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en fait, on ne vend pas de produits. Et ça nous permet d'être totalement libre dans notre discours. On n'est pas, on n'est pas enclin à faire, parfois les conseillers peuvent être enclins à faire plus de fonds actions que de fonds obligataires ou monétaires, parce qu'évidemment, comme il y a un système de rétrocession, dont on parle beaucoup en ce moment, les marges sont plus importantes sur des fonds actions. Donc il peut avoir une tentation qui n'existe pas nous concernant, puisqu'on vend un service et pas un produit, et ça change tout. Donc on a une totale liberté de choix. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, point de vue général sur ces allocations, c'est que lorsque vous, en tant que client, vous achetez un produit, le PCVM, vous achetez une gestion standardisée, tous les clients de l'OPCVM ont le même portefeuille par définition. Alors, je passe les avantages de l'ETF par rapport à l'OPCVM, en particulier les coûts, en particulier d'acheter à cours connu ou à cours inconnu, mais le style de gestion à l'intérieur de l'OPCVM, c'est un style de gestion institutionnel. C'est-à-dire que c'est une gestion qui, en général, est benchmarkée, avec un gérant qui va se préoccuper de sa position dans les classements à peu près toutes les semaines, de savoir est-ce qu'il a ses étoiles Cantalis ou ses étoiles Morningstar. Nous, on s'en moque. Pourquoi on s'en moque? Parce que nos clients s'en moquent. Nos clients sont nos clients particuliers, de long terme, qui se moquent à savoir si la semaine, le mois, parfois et même l'année parfois, s'ils sont classés par rapport à un indice. Ils ont des attentes relativement simples en général. Alors évidemment, si vous êtes dans une allocation prudente ou une allocation offensive, ce n'est pas tout à fait les mêmes attentes. Donc vous pondérerez ce que je vous dis. C'est de amortir les périodes de baisse et participer raisonnablement aux périodes de hausse. Et ça, c'est vraiment le fil rouge de beaucoup de nos allocations. Ces allocations, quand on parle de délégation, c'est essentiellement dans de l'assurance vie luxembourgeoise, très essentiellement, avec la mise en place de fonds dédiés qui s'appellent des fonds d'assurance spécialisés. On n'a pas de préoccupation donc de battre un indice, on n'a pas de préoccupation de performance à court terme, ça veut dire qu'on peut tenir des positions sur lesquelles on est en perte longtemps, voilà, pas de préoccupation de classement. J'en ai fait la liste pour rien oublier. Et donc, on a la capacité, peut-être la phrase qui résume le plus les choses, on a la capacité à assumer une vision de long terme. Parce que quand on estime que le long terme, c'est une somme de moments de court terme, alors on perd en performance. Voilà, excusez-moi d'avoir fait ce long préambule sur les allocations. Donc, je vous ai mis ici quelques allocations dont on va parler. Je vous ai rappelé ici, évidemment, où est mon stylo? Hop. Les 4 allocations qui sont là, qui sont là encore, on va dire, peut-être 70% de nos ventes. Parce que souvent, nos clients ne vont pas savoir ou pouvoir, même si on les accompagne, ou même si vous, en tant que conseiller, vous les accompagnez, choisir entre un winner-loser, un FlexCount diversifié, un HalfGots, et puis et tous les autres. Donc, finalement, on dit que dans un équilibré, on va mettre un peu le meilleur de HalfGots, le meilleur de FlexCount diversifié, etc. Mais j'ai trouvé plus intéressant de parler vraiment d'allocations un peu plus pointues. Je vous montre à chaque fois ce graphique qui est totalement illisible, mais ça me fait marrer. Alors, comme j'aime bien me marrer dans mon boulot, je vous le montre encore. Il est illisible parce que normalement, il se lit sur un écran de 34 pouces où tous les ronds sont beaucoup plus étalés. Mais je vous montre en même temps comme ça notre tableau de bord. Vous avez l'ensemble des allocations ici, la performance, la vol et là, on est en 2023. Voilà. Donc, la meilleure allocation, c'est winner-loser.
et dont on va parler. La moins bonne ou la plus mauvaise, comme vous voulez, si vous êtes mauvaise langue ou pas, c'est value. Ce qui n'est pas illogique, compte tenu de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. La plus volatile, évidemment, c'est levier, puisqu'on n'utilise que des ETF à levier, bullish ou bearish. Donc le petit focus que je voudrais faire sur ces quelques allocations sont celles-là. Je vous ai mis les performances avant-hier. Bon, on va plonger dedans, on va voir. Donc la meilleure de ce début d'année, c'est Winner-Loser. Alors Winner-Loser plaît beaucoup. Beaucoup parce qu'elle est simple, ultra simple. C'est un modèle, alors c'est flexible, mais c'est pas entre 0 et 100%, et on se balade entre les deux, comme sur FlexCan diversifié dont on parlera. Mais c'est pas entre 0 et 100, c'est 0 ou 100. On va travailler sur la saisonnalité des marchés. Il a été documenté, analysé depuis des décennies, peut-être même un siècle, que les marchés sont statistiquement plus performants entre le mois d'octobre et le mois d'avril, et sous-performants entre le mois de mai et le mois de septembre. D'où, d'ailleurs, mot que vous connaissez par cœur, sell in May and go away. Et on s'est dit tout simplement, on veut des actions durant la bonne période et on ne veut pas d'actions le reste du temps. L'autre chose qu'on va faire, durant la période où on a les actions, on va la diviser en deux, entre octobre à décembre et entre janvier et avril. Première période, on va acheter les winners. Pourquoi les winners? C'est simple, on regarde fin septembre, quels ont été... Alors, c'est un portefeuille équipondéré sur 10 ETF. On prend les 10 meilleurs ETF des 9 premiers mois dans l'univers action. Pourquoi? Parce que les gérants, qu'est-ce qu'ils font? Leur activité favorite du 4e trimestre, c'est de faire du window dressing. Ils doivent présenter de jolis portefeuilles. Un joli portefeuille, c'est un portefeuille où il n'y a pas trop de moins-value latente. Donc, ils vont acheter tous les winners. Donc, on participe, on commence fin septembre, on participe avec eux. Très bien. On les vend, évidemment, ils ont massacré les losers. Nous, on va les acheter. Donc, le 31 décembre, on va acheter les 10 pires ETF de l'année écoulée, donc sur 12 mois. Alors, évidemment, on trouve des choses, on peut trouver parfois des choses un peu exotiques. Il ne faut pas avoir peur de l'exotisme dans cette allocation-là. Mais l'idée n'est pas de dire ce qui a été mauvais l'année passée va devenir très bon l'année suivante. C'est juste que ça a été sans doute trop massacré et qu'il y a une forme de normalisation de la valorisation. Voilà. Donc, on va faire une sorte de retour à la moyenne. En tout cas, c'est ce qu'on escompte. Et c'est ce qui a très bien marché cette année, puisque cette année, la performance est de 10-25, ce qui permet de nous classer dans le premier décile, et même mieux que ça, puisque vous voyez à gauche le classement 2023. Vraiment, c'est à titre anecdotique, et vous allez voir, je vous ai dit, je ne regardais pas les classements, ça n'empêche pas que je ne gère pas en fonction des classements, et tellement pas que après je vais vous présenter des allocations, des portefeuilles qui ont des mauvais classements. Voilà. Donc, mais celui-là, si vous aimez les bons classements, vous êtes servi. Le 8e sur 420. Et globalement, sur des périodes plus longues, c'est quand même très bien classé en faisant quelque chose de systématique, de simple, et donc qui coûte pas très cher. Et donc, vous voyez bien sur le graphique, les périodes de plat ici, c'est les périodes où on n'est pas investi. Alors, ce qu'on a fait pour certains clients qui nous ont dit « Ouais, mais quand même, ne pas rester investi du tout durant 6 mois ou 5 mois, c'est un peu embêtant de travailler pour la banque. » Aurélien a une question. Aurélien, il peut la poser. Oui, donc tout à l'heure, les winners. Je l'entends pas. Tu m'entends là? Est-ce que c'est moi?
Alors attendez, c'est le meilleur ça, si j'ai pas branché mes haut-parleurs. C'est excellent. Je vous donne. Non, c'est excellent. Je vous mets le micro, mais je coupe mes haut-parleurs. Ah, c'est une technique à travailler. Hein. Ça doit être mieux là. Est-ce que Aurélien, si vous Alors, voulez. est-ce qu'on m'entend là? Ah, Est-ce que tu Aurélien, m'entends? super, je vous entends. Non. Donc, winner-loser, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, fin septembre, on pourrait dire que on achète les losers en solde, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça que ça veut dire? Alors, c'est pas fin septembre, ça c'est fin décembre. Fin septembre, on achète les winners. Oui, oui, pardon, exact. Oui. D'accord. Donc ça veut dire ça en fait. Ça veut dire en quelque sorte, les losers, on les achète quand ils ont été finalement ils sont sous-valorisés. Ils ont été bradés, ils ont été vendus pour ne pas Ils ont été apparaître dans bradés. les portefeuilles. D'accord. Ok. Je ne D'accord. sais pas si quelqu'un d'autre a voulu parler avant. Le haut-parleur ne fonctionnait pas. Donc, reposez votre question si vous aviez une question préalable. Ok, Bon, ça va. winner-loser, ça va? C'est clair? Alors, ce qui, Ok. ce qui me paraît assez évident, c'est que winner-loser, en général, n'est pas un cœur de portefeuille. Winner-loser, ça va venir en diversification. Winner-loser, alors, ce qui nous arrive très régulièrement, et vraiment, c'est des montages ultra pertinents, c'est dans un contrat d'assurance vie, on crée plusieurs fonds d'assurance spécialisés, et chaque fonds d'assurance spécialisé est une stratégie. Et donc, on mixe ces stratégies avec des types de gestion, des prises de risques très différentes, ultra complémentaires, et ça fait vraiment de très beaux résultats. Je continue. Hop. Alors, Protectaire. Dans la catégorie des portefeuilles qui veulent éviter les phases de récession et les phases de bear market, on a créé un portefeuille qui est avec un très faible taux de rotation. On peut dire globalement, bon, je ne veux pas dire que c'est du buy and hold, mais un petit peu, pour protéger durant les phases de récession, les phases de ralentissement, et quand même globalement participer, mais participer plus faiblement aux phases d'extension. Donc on arrive à un portefeuille, alors qui sur certaines phases peut ne pas être bien classé, ça ne nous dérange absolument pas, mais qui sur longue période, c'est dommage, j'ai pas le classement 10 ans, mais donne d'excellents résultats. Et on voit que, alors comme c'est une structure de portefeuille assez fixe, on s'est permis de faire une période de backtesting qui, évidemment, on ne l'a pas fait sur des gestions discrétionnaires, mais sur une gestion comme ça, on l'a fait. Et on voit que ça a éminemment bien passé la baisse des marchés de 2000, éminemment bien passé la baisse des marchés de 2008, puisque les performances étaient positives. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a eu quand même des périodes de correction, évidemment. Hein, nous ne sommes pas magiciens. Voilà, donc depuis 2000, ça fait quand même de belles performances et une performance annualisée de 6,8%. Alors, je fais une petite remarque, peut-être que j'aurais dû la faire au départ sur les performances. Ce sont les performances des portefeuilles modèles. De quelle manière les portefeuilles réels peuvent-ils se démarquer des portefeuilles modèles? Alors, il y a plusieurs choses. La première, évidemment, c'est les frais. Je ne peux pas intégrer des frais au modèle puisque les frais ne sont pas les mêmes pour un contrat de 250 000 euros ou un contrat de 5 millions d'euros. Il peut y avoir une question de timing qui peut jouer en faveur du modèle ou qui peut jouer en faveur du portefeuille client. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a des petits écarts? Oui, quand je gère les portefeuilles, je considère que je peux accéder à l'univers des ETF sans limite, sans limitation. Quand on gère un portefeuille en réel, on a la limitation de la circulaire 15.3 du commissariat aux assurances luxembourgeois qui fait qu'un client de catégorie A
n'a pas les mêmes accès au marché qu'un client de catégorie D. Voilà. Les catégories dépendent de la taille du contrat et du patrimoine financier du client. Donc, voilà, ça peut créer des petites différences, mais globalement, évidemment, ça ne diverge pas, évidemment. Voilà, donc Protectair, c'est quand même un portefeuille à faible volatilité qui protège beaucoup l'investisseur et qui quand même a des performances très intéressantes. Donc ça, c'est un peu un winner-loser protect air. À la limite, ce sont des portefeuilles qu'on peut faire à peu près à tout moment. Il y a un portefeuille, à mon sens, qu'on peut faire à tout moment, qui est un lancement relativement récent, qui a été lancé au mois de mai 2020, qui s'appelle Have Guts. Alors, la faute d'orthographe anglaise est totalement assumée, puisque normalement c'est Have Got, et on a rajouté un S, parce que il y a aussi une expression en anglais qui s'appelle to have guts. Bon, on s'est inspiré de ça. Je ne sais pas si le jeu de mots est intelligent, hein, mais c'était ça. Have guts, c'est avoir du cran, avoir du courage. Donc, et guts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va investir sur 4 secteurs. Le G, c'est gold. Le O, c'est oil. Le T, c'est techno. Et le S, c'est sun et les énergies renouvelables. Oups, non, je l'ai barré. C'était pour le souligner. Parce qu'on considère que ce sont 4 secteurs à fort potentiel, long terme évidemment, que ce sont 4 secteurs très complémentaires. Et donc, on est content de voir que finalement, alors, vous pardonnez d'avoir affiché une performance annualisée qui n'a pas beaucoup de sens sur une période aussi courte, donc à la limite, n'en tenez pas compte. Mais c'est un montage qui a permis à un fonds qui est action, hein, ça c'est 100% action, de faire une performance positive en 2022. Ça c'est tout à fait, enfin vous connaissez, je pense que vous connaissez les résultats de 2022 globalement, c'est tout à fait exceptionnel, et ce qui nous permet, malgré un mauvais début d'année, sur un an de rester dans le deuxième décile. Voilà. Bon. Je vous avais prévenu que je vous montrerai des performances qui n'étaient pas bonnes. Bah voilà, depuis le début de l'année, c'est pas bon, puisque forcément, quand on a... Alors, on joue sur les pondérations, on ne reste pas sur 4 quarts, mais on ne fait jamais totalement disparaître un secteur du portefeuille, un des 4 secteurs. Évidemment, pourquoi on n'a pas bien performé, c'est qu'on avait quand même pas mal de valeurs pétrolières, et que les valeurs technologiques sont faites à ce stade essentiellement en Chine et peu aux États-Unis. Donc on a souffert d'un côté, on n'a pas profité de l'autre. Mais ça valide quand même l'idée selon laquelle ce sont 4 thématiques extrêmement complémentaires. On a lancé ça il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps, c'est la fin de l'année. Bon, là encore, ça c'est ridicule. Hop. On s'est dit qu'il y avait peut-être des clients qui ne voulaient pas prendre un risque action, qui néanmoins cherchaient de la performance, qui étaient moyennement gênés par la volatilité. Et donc, on a construit un portefeuille qui était obligataire et matières premières. Voilà. C'est une forme de complément pour des clients qui ont déjà beaucoup d'actions par ailleurs. C'est une forme de complément par rapport à ce qu'ils ont. Donc évidemment, bon, ça n'a pas performance, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai que, comme vous le savez, que d'un point de vue stratégique, on est positif, on va dire à moyen terme, court, moyen terme, long terme, on verra. Mais court, moyen terme, on est très positif sur les marchés obligataires. On a cherché à construire des allocations autour de poches obligataires. Protection d'inflation. Alors, on a lancé il y a 10 ans, un portefeuille qui s'appelait Protection Inflation. Protection Inflation. Évidemment,
qui a souffert pendant 9 ans. Et on s'est dit que le moment était bien choisi pour lancer un protection déflation. Alors j'aurais pu l'appeler protection désinflation, ça fonctionne aussi. Le portefeuille, je ne pense pas qu'il doive attendre d'être en déflation pour fonctionner. C'est un portefeuille qui est diversifié entre de l'action et de l'obligation et qui, tout à fait naturellement, a fait une mauvaise année 2022. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant de vous le proposer parce que, alors, c'est pas un portefeuille tout-terrain, mais je pense que c'est un portefeuille qui est tout à fait adapté aux prochaines années. Alors évidemment, il sera toujours temps de rebasculer sur autre chose. Si on avait une nouvelle vague inflationniste, je ne sais pas moi, dans 3 ans ou plus. Mais là, je pense qu'on a une très 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 belle fenêtre qui n'est pas du tout valorisée dans les marchés pour valoriser les actifs liés à la désinflation, voire à la déflation. Et le dernier portefeuille, celui-là aussi, je l'aime bien. Alors ça, c'est vraiment un portefeuille tout-terrain. C'est inflexible. Tout à l'heure, je vous disais, c'est 0 ou 100. Là, c'est vraiment de 0 à 100. Pour info, aujourd'hui... Alors, 0 à 100, pardon, par défaut, je parle d'exposition action. Aujourd'hui, il est 20% action. Info au passage. C'est une gestion quantitative qui se base sur une petite dizaine d'indicateurs économiques et financiers. Pour en trouver 10, on a cherché à travers plus de 100 pour chercher les indicateurs qui étaient les plus fidèles dans l'anticipation des marchés d'actions. On considère que la performance, elle se fait en action. Ok, ça c'est clair. Mais qu'il y a certains indicateurs qui viennent nous alerter, qui s'allument orange, qui s'allument rouge, et qui nous incitent à réduire, souvent par pas de 10 ou 15, tac, dès qu'il y en a un qui s'allume, on enlève 10% d'actions, tac, 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 et aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui s'allument, donc on n'est plus qu'à 20% d'actions. Et on vient arbitrer entre deux poches, une poche risk-on et une poche risk-off. Ces deux poches ont une composition stable. C'est-à-dire que dans risk-off, on va trouver essentiellement des obligations, emprunts d'État évidemment, et de l'or. Et risk-on, on va trouver des actions très diversifiées mondialement et des matières premières. Et donc le portefeuille arbitre entre le portefeuille global, FlexCant diversifié, arbitre entre ces deux poches. Alors, FlexCant diversifié, c'est, on va dire, la version V2 de l'allocation qui s'appelle FlexCant. Alors, je ne vous ai pas présenté FlexCant parce que vraiment le mécanisme est extrêmement similaire, mais là, on l'a un peu amélioré. FlexCant a été lancé, je crois que c'est en 2013. Bon, mais ça, comme c'est quelque part, bah oui, c'est une nouvelle allocation qu'on a lancée ici, on a considéré que tout ça a été du backtesting. Mais il y a entre 2013 et 2021, vous aviez FlexCant qui fonctionnait quand même un peu de manière similaire. Donc voilà, donc l'idée, c'est de dire, quand ces indicateurs s'allument orange-rouge, je viens réduire mon risque, tout ça dans le but d'éviter d'être positionné sur du risque quand on anticipe des marchés baissiers. Alors, les indicateurs ont très bien fonctionné en 2022, puisqu'ils nous ont indiqué qu'il fallait fuir le risque. Mais effectivement, la poche obligataire n'a pas joué le rôle habituel qu'elle a joué. On limite quand même la baisse très largement, puisque je vous rappelle que les marchés obligataires ont baissé d'une quinzaine de pourcents pendant que les marchés d'actions baissaient quasiment d'autant, allez, disons entre 10 et 25-30. Donc, être à moins 6 sur un flexible, ça reste un très bon résultat. C'est moins bon que ce qui s'était passé
durant la crise de 2008, où vous voyez, il n'y a quasiment pas de baisse ici, puisque le marché obligataire avait joué son rôle refuge. Évidemment, ce n'est pas un portefeuille pour anticiper les pandémies mondiales. Donc, comment ça s'appelle, Covid, ben, on l'a pris de plein fouet, mais on s'est très rapidement rattrapé et on est au niveau d'avant Covid aujourd'hui. Pour finir, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer deux choses. Une vidéo qui concerne justement FlexCount diversifié, qui vous montrer les outils sur lesquels nous travaillons. Voilà. Alors peut-être que la vidéo va répondre à Yann. Pour vous montrer les outils dont nous disposons, et j'en profite pour remercier, je ne sais pas s'il est là, Jean-François Andro, qui a eu la bonne idée, il y a maintenant, je ne sais pas, 10-15 ans, de créer un outil qui s'appelle Lili, L-I-L-I, et qui nous permet de gérer nos portefeuilles modèles et qui donne des reportings qu'on trouve à peu près nulle part ailleurs. Et donc, la petite vidéo que je vais vous montrer, c'est Lili qui l'a produit. Et c'est en fait la vie de FlexCount, diversifiée. Vous voyez ici, voilà notre poche off. Ici. Et la poche on, elle est là, elle est à 0. Là, on est donc bon, j'ai caché la date, mais vous la voyez en dessous. On est le 1er janvier. Donc, on a commencé l'année avec 100% off et 0% on. Et puis, voilà, vous allez voir vivre le portefeuille. Vous voyez, les pondérations changent. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on arbitre sans arrêt, c'est tout simplement parce que les valorisations changent et donc que les pondérations changent. Et puis, hop, vous voyez, on réinvestit ici sur les 5 ETF du portefeuille on. Voilà, et donc là on est arrivé, tac, le 6 avril. Voilà ce que je voulais vous montrer. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'organisation que je vous propose de vos contrats d'assurance vie, essentiellement autour de fonds d'assurance spécialisés, chacun sur une stratégie, me semble être une organisation qui est supérieure au schéma passé historique qui s'appelle le fonds interne dédié avec une société de gestion. C'est une gestion. Alors, je ne sais pas pourquoi Victor s'est mis en gros comme ça. Normalement, c'est celui qui parle qui se met en gros, mais c'est un plaisir, Monsieur Zolger, de vous voir. C'est une gestion éminemment adaptée aux investisseurs privés parce que je ne vais pas me répéter, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des gestions avec une grande diversité, une grande complémentarité. Donc, vous n'empilez pas des risques que vous ne maîtrisez pas en vous disant oh, allez, je vais mettre un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, mais je ne connais pas le risque global parce que de toute façon, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au fin fond de mon OPCEM, je connais que les 10 premiers titres. Je ne connais pas finalement le moteur de performance. Là, tout est transparent. Évidemment, la composition du portefeuille, vous la connaissez à tout moment. La composition des ETF, vous savez bien que vous la connaissez à tout moment. Donc, cette diversité est d'une richesse inouïe. Et puis, on a quand même certains portefeuilles avec des performances qui sont juste épatantes et qui nous situent souvent dans le premier décile, parfois même dans le premier percentile. Donc, on en est très content. Alors, je prends les questions. Alors, je prends les écrits, mais vous pourrez intervenir oralement. Basaction semblait être un excellent compromis performance-risque. Pourrais-tu dire un mot sur le principe de ce portefeuille? Ah oui, alors en fait, ouais, je reviens sur la presse. Alors, Basaction,
Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez parlé de base action. En fait, on a deux portefeuilles qui s'appellent. C'était sur le slide avec tous les portefeuilles, le slide horrible avec. Ah, d'accord, ok. Et tout à droite, voilà, plutôt en bas, on a base action. Exactement. Alors, base action, c'est le cousin de base on. Base action, c'est le portefeuille qui sert à construire FlexCant. C'est-à-dire, FlexCant, c'est un arbitrage entre base action et l'autre qui s'appelle base, je crois que c'est Basto. Et quand on a créé FlexCant diversifié, on a complété base action avec des matières premières et on l'a appelé base on. Et évidemment, c'est la baisse des matières premières qui fait, depuis le début de l'année, qui fait l'écart entre les deux. Ok. Et voilà. Donc, alors évidemment, si un client me dit, votre base action, elle m'intéresse, on peut lui mettre en œuvre. Hein. Dans la construction, c'est pas un portefeuille à part entière. C'est un outil pour construire FlexCant. Maintenant, ça peut être mis en œuvre. Il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a absolument aucun problème. Tac. Yves, le timing, entrée-sortie sur les ETF, portefeuille winner-loser. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors attendez, si je remets tout le monde en galerie et que je reviens comme ça. Non, on a toujours. Attendez, alors on va se mettre comme ça. Les actions sous-performent statistiquement entre mai et septembre. Je suis cash de mai à septembre. Entre septembre, fin septembre, début octobre et décembre, j'achète les winners. Okay, les winners qui se basent sur la performance des 9 premiers mois. 31 décembre, je les vends et j'achète les losers des 12 mois écoulés. Les 10 pires ETF. Que je garde. Alors, jusqu'il y a 3 ans, je l'ai gardé jusqu'à fin mars. Pourquoi fin mars? Parce qu'il y avait une forme de symétrie. 3 mois de l'année N-1, 3 mois de l'ADN. Je trouvais ça esthétiquement joli de dire 3 plus 3, et en face, il y a 6. Il se trouve que avril est un des meilleurs mois de l'année. J'ai dit, bon, allez, au diable la symétrie et le caractère esthétique. Alors, intégrons avril, faisons 7 et 5, je pense que ça gênera personne. Et donc, finalement, on est investi 3 mois l'année N-1, on est loser, 4 mois l'année N, je reviens, je fais un lapsus. Pour embrouiller, je suis au top là. Je recommence. L'année N-1, 3 mois sur les losers. L'année N, 4 mois sur les vous. Qu'est-ce qu'il faut? Faut que j'écrive ou quoi? Merde. L'année N-1 sur les winners. Je répète, l'année N-1 sur les winners. L'année N-1 sur les winners. L'année N-1 sur les winners. 3 mois. Yves, je vois vos lèvres bouger, mais je ne vous entends pas. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais. Les winners sont bien vendus en décembre. C'est ça. D'accord. Voilà. Et c'est le moment où vous achetez les losers que vous. Exactement. Que les losers, on les garde 4 mois. C'est ça. D'accord. Donc là, à la fin avril, les clients qui sont sur ce modèle, et le modèle va tout vendre. Sans se poser de questions. À partir de mai, il n'y a plus rien. À partir du 30 avril, il n'y a pas 31 jours en avril, il n'y a plus rien. D'accord. Alors, certains clients m'ont dit, ça m'embête. Alors, dans le modèle, je reste cash. Parce que, en fait, je ne veux pas apporter un moteur supplémentaire. Je veux qu'on analyse les choses de manière transparente et propre. Mais certains clients m'ont dit, bon, je ne vais pas rester cash pendant 5 mois. Donc, on fait autre chose. On fait du prudent, on fait un flexible. Ah, évidemment, on ne va pas refaire de l'action parce que ça
ça tord le modèle totalement. D'accord. L'idée, c'est d'être cash. Ouais, Voilà. Jusqu'en octobre. c'est Très ça. bien, c'est clair, merci. Je suis désolé. Hein. Non, c'est très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est vrai que winner-loser, à la limite, si vous avez les outils qui vont bien et surtout les données qui vont bien, vous pourriez le faire vous-même. Hein. C'est pas compliqué. Je vous ai donné tous les tuyaux. Mais c'est pas grave, c'est mon côté généreux. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, vous n'êtes pas nombreux à avoir branché votre caméra, hein, j'avais pas vu. On est quand même, ouais, on est 28. C'est pas grave, vous êtes timide. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Je vous souhaite un bon week-end ou il y a autre chose? Ah, on écrit. En tout cas, cette fois-ci, j'espère que vous avez bien compris ce que je faisais, quel était mon métier et les services que je vous proposais. Oui, après, peut-être tu reparleras des compagnies d'assurance. Ah, on peut parler des compagnies Avec d'assurance qui? sans problème. Alors, je ne travaille pas avec des compagnies d'assurance françaises. Je suis terrorisé par leurs fonds euros. Deuxièmement, je travaille avec 3 compagnies luxembourgeoises qui s'appellent Baloise, Lombard, One Life, par ordre alphabétique. On pourrait potentiellement travailler avec d'autres, hein. C'est pas très compliqué. On travaille avec, vous savez, les fonds dédiés. Quand on les ouvre, il faut choisir une banque dépositaire, contrairement à l'assurance vie en fonds externes. La banque dépositaire que nous avons sélectionnée s'appelle Quintet, anciennement Crédit Banque. Et ça fait 3 ans ou 4 ans que ça s'appelle Quintet. Et c'est un schéma, je trouve, ultra efficient, puisque on ne passe plus, enfin un des exemples, on ne passe plus par l'assureur pour passer les ordres. C'est pas le métier d'un assureur. On passe par la banque dépositaire, donc on appuie sur le bouton comme un compte titre, ça part directement sur le marché. Franchement, assurance vie luxembourgeoise, fonds dédiés ETF, pour moi c'est la Rolls. Hein. Mais il faut avoir 250 000 € pour monter dans la Rolls. Voilà. Voilà, c'était ma prochaine question. Voilà, Alors, Baloise peut autoriser 200 000 les jours où ils sont bien lunés. Sinon, partout ailleurs, c'est 250. J'ai répondu à votre question, Aurélien. Oui. Super. Ça va? Pas d'autres questions? Ah, si, quelqu'un tapote. Alors oui, One Life, vous avez pu entrer à 125 parce que c'était l'année dernière. Depuis le 31 décembre, c'est terminé. Donc vous avez eu de la chance. Vous avez bien fait. Attention aussi, quand vous êtes à 125 sur un face, aux frais fixes de la banque dépositaire. Bon, c'est au passage, mais c'est bien. Moi, je regrette hein, qu'ils aient changé. J'ai un face de 300 000. Pouvons-nous gérer une poche Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est que l'assureur dit il faut 250 pour ouvrir le contrat et ouvrir un face. Ce qu'il ne dit pas souvent, et en général c'est OK, c'est que la taille minimum du face, c'est pas 250, 125. Donc Stéphane, si on travaille ensemble, c'est facile, on fait un face de 125, je préfère 150, c'est pas que je veux grappiller 25 000 €, c'est juste pour pas être dans les frais fixes de la compagnie, de la banque dépositaire. Donc, mais il faut faire un deuxième face à côté. C'est plus propre.
On comprend la source de performance. Ah, en plus, mais le lombard, moi, je les adore, lombard. Mais je pense que... Enfin, je ne sais pas si tout le monde les adore ou pas, mais voilà. Une très bonne relation avec eux. On bosse très bien ensemble. Voilà, chers amis, je n'ai pas de date à vous annoncer pour le prochain webinaire. Sans doute au mois de mai, on verra de quoi on parle. Si vous avez des idées et que le sujet m'inspire, on pourra étudier la question. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Merci Yves, bon week-end à tous. Et donc, à la prochaine, au prochain webinaire, ou avant, si vous voulez qu'on se parle par téléphone. Ciao, ciao, bye bye.